Alors, Erev Tov à toutes et à tous, merci d'être là, surtout quelques jours avant Pessah, c'est d'autant plus louable. Donc, on va inaugurer ce cycle. Et le thème qu'on a choisi pour cette première intervention, c'est comment construire nos enfants de manière harmonieuse dans un monde en perte de repères. Alors, je conviens avec vous que c'est un titre extrêmement vaste, extrêmement large. Évidemment, le but d'un cours comme celui-ci n'est pas de donner des recettes. Les recettes, si elles existaient, on les connaîtrait, mais de développer une réflexion sur un petit peu les nouveaux enjeux auxquels on est confronté, qu'est-ce qui se passe actuellement et qu'est-ce que nous, en tant que parents, pouvons faire pour donner à nos enfants les moyens de se construire de manière harmonieuse, puisque je pense que la finalité de toute démarche éducative, c'est de construire des enfants épanouis, en harmonie avec eux-mêmes. Et le reste, ça sera ce qu'ils auront besoin de faire dans la vie pour pouvoir construire une famille. Mais ça, c'est au fond juste, j'ai presque envie de dire, un détail. Ce qui est important, c'est quel type d'enfants nous allons construire et comment ils arriveront à s'inscrire dans une vie en tant qu'adultes, construits en sérénité, en harmonie avec eux-mêmes. Alors, tout d'abord, on va reprendre très très rapidement c'est quoi les fondamentaux de l'éducation, en tout cas un point qui va être le point d'entrée de notre réflexion. Vous savez qu'en hébreu, l'éducation se dit chinour. Ce qui est intéressant avec la langue hébraïque, c'est que lorsque vous analysez les mots, eh bien, ils génèrent leur propre sens. Le mot chinour, c'est à la racine un autre mot qui est le mot chanouka, qui n'est pas comme on le pense la fête, mais chanouka, le chaner, c'est une inauguration. Intéressant de voir que le terme que l'on utilise pour parler d'éducation, eh bien, c'est aussi l'inauguration. C'est quoi inaugurer? Lorsque vous allez construire un lieu, quel qu'il soit, une usine ou autre chose, vous avez la pose de la première pierre, et puis un beau jour, vous avez l'inauguration. Le jour de l'inauguration, tous les éléments nécessaires pour que ce lieu fonctionne sont présents et on donne le top de départ. Tant que vous n'avez pas tous les éléments qui sont présents, vous ne savez pas véritablement à quoi va servir ce lieu. Je prends l'exemple d'une usine. Vous allez inaugurer une usine. Vous allez donc constater qu'il y a des machines-outils, qu'il y a des produits. Vous allez comprendre que dans cette usine-là, eh bien, on va faire des boîtes de conserve, des ordinateurs, ce que vous voulez. Un enfant, au fond, on l'inaugure. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a à l'intérieur de lui de multiples possibilités. Et l'éducation, ça va être faire en telle sorte que ce monde des possibles puisse créer ce qu'il doit construire. Il y a un monde des possibles, et maintenant ce monde des possibles doit créer quelque chose. Un enfant, au fond, c'est une somme de potentiel. Et évidemment, notre première démarche en tant que parent, ça va être en premier lieu d'être prêt à prendre le temps de découvrir quelles sont les particularités de nos enfants. Quelles sont leurs spécificités? Quelles vont être leurs singularités? Pour avoir le bonheur d'être parent et d'être déjà grand-parent, intéressant de voir que des enfants qui grandissent dans la même famille avec le même papa et la même maman ont pourtant des personnalités extrêmement différentes, car en effet, chacun d'entre eux doit construire une histoire différente. Je fais juste une petite parenthèse. Ce cours, on le donne maintenant qu'on est proche de Pessah. Vous savez que le peuple d'Israël était en Égypte, et en Égypte, il y avait un dirigeant qui s'appelle le pharaon, Paro en hébreu. Et lorsque vous prenez les lettres du mot Paro, Peresh Ayin He, vous faites avec ces lettres un autre mot, qui est le mot Oref, Ayin Resh Pe. C'est les mêmes lettres, mais que vous avez organisées différemment. Oref, c'est quoi? C'est la nuque. La nuque. Si vous prenez des personnes, vous les mettez, vous les retournez, vous observez leur nuque, sauf si c'est quelqu'un que vous connaissez particulièrement bien, vous n'êtes absolument pas capable de les identifier. La nuque, c'est le savoir que l'on a qu'il y a un individu, parce que s'il y a nuque, c'est qu'il y a tête, c'est qu'il y a corps, mais je ne peux pas connaître la singularité, la spécificité de cet individu. L'Égypte, c'est un lieu dans lequel on ne cherche pas la singularité, tu n'es qu'un boulon à l'intérieur d'une immense machine, et on te demande d'être juste à ta place et ça s'arrête là. C'est la raison pour laquelle l'histoire du peuple d'Israël, c'est sortir de ce lieu, c'est-à-dire de réintroduire la notion de singularité individuelle et collective. On a une singularité en tant que peuple,
Et dans ce peuple, chacun est un être singulier qui va devoir construire quelque chose de particulier et d'unique. Et donc, les bases même de l'éducation, c'est d'être prêt à prendre le temps de découvrir la spécificité de l'enfant. Et c'est très intéressant, vous savez, ce travail d'observation. Je le vois en tant que parent, quand les enfants sont dans ce qu'on appelle l'univers du GAN, de la maternelle, et qu'ils vont rentrer au CP. Quand vous les observez, vous savez qu'il y aura un travail différent à faire suivant les enfants. Il y en a certains qui n'ont aucun problème à se poser, être assis et être dans ce qu'on peut appeler éventuellement une forme de concentration, et d'autres pour qui être assis plus de 3 minutes, c'est légèrement complexe. Donc si vous l'observez, vous savez qu'il y aura un travail particulier à faire en amont, dès le début, pour apprendre à cet enfant à être posé. Donc déjà à la maternelle, vous allez commencer à introduire très lentement cette idée de savoir se poser, se concentrer, parce que ça va être son enjeu. Il y a des enfants qui sont j'ai envie de dire des buvards, c'est-à-dire ils absorbent tout ce qui se passe autour d'eux et ont besoin d'être acceptés par le groupe. Donc ce sont des enfants qui, d'un côté, seront dans le groupe, mais auront difficulté à développer leur propre identité. Ils seront des suiveurs, des caméléons souvent. Ils prendront la forme et la couleur du lieu dans lequel ils se trouvent. Et il y en a d'autres que j'appellerais des enfants Burberrys. Vous savez, ces fameux imperméables sur lesquels la pluie roule, elle coule. Des enfants qui, en effet, seront là, feront partie du groupe, mais quelque part, seront capables de rester eux-mêmes malgré la pression du groupe. Ils ne sont pas mieux, ils ne sont pas moins bien, ils ont leur particularité. Et puis après, vous en avez des tempéraments artistes. Vous savez, ces enfants qui ont leurs chaussettes dans la main droite et qui disent à maman où elle est ma chaussette, ceux qui sont déjà super organisés et ordonnés, et vous commencez déjà à voir ce que j'appellerais des indications de tendance. Et c'est parfois dans la même famille. Le chinour, donc la base, c'est ça. Et au fond, ce qu'il va falloir faire, au-delà des enjeux de ce qui se joue actuellement, au-delà de ça, l'enjeu numéro 1, ça va être de réussir à mettre chacun là où il doit être et ne pas le faire rentrer dans une case qui ne lui correspond pas. C'est comme lorsque vous faites un puzzle, c'est génial. Si les éléments sont un peu souples et ne sont pas en bois, vous pouvez éventuellement forcer un élément et le mettre là où vous voulez. Mais c'est peut-être pas ça sa place. Donc il y est, mais c'est pas top. Et ça va être tout l'enjeu de l'éducation pour qu'un enfant soit en harmonie avec lui-même. Lorsque vous êtes à la bonne place, à votre place, c'est là où vous vous sentez bien. C'est très général, mais c'est juste ce que j'appellerais Chomer la Marshava, un élément de réflexion. Il y a des enfants dont on va constater qu'il faut les laisser jouer beaucoup plus que d'autres. Le jeu, J-E-U, aide l'enfant à construire son jeu, J-E. Le jeu est un élément structurant. Pour certains enfants, à partir de 4, 5, 6 ans, ils jouent, mais ils ont déjà envie de produire. Et pour d'autres, jusqu'à 6, 7 ans, on se détend. Le jeu est leur lieu de prédilection. Et ça ne sert à rien de les amener à s'inscrire dans quelque chose, alors que pour l'instant, ce n'est pas eux. Pour cela, évidemment, règle numéro 1, c'est de ne pas projeter en l'enfant ce que l'on aimerait qu'il soit. Un enfant n'est pas là pour être votre représentant ou pour être le symbole de votre réussite. Les psychanalystes appellent ça, même si j'aime pas le terme, l'enfant phallique, d'accord ? L'enfant qui est là et qui est une forme d'élément qui exhibe le parent, d'accord ? Tu seras avocat ou rabbin, mon fils ou ma fille, c'est le même principe. Et ça, c'est d'abord un travail à faire au niveau du couple. C'est-à-dire réfléchir ensemble comment faire pour ne pas se projeter dans l'enfant, comment faire pour ne pas avoir de difficulté à ce que l'enfant ne corresponde pas nécessairement aux images que l'on aimerait avoir de nous à travers lui. Et ça, c'est pas simple. Parce que nos enfants créent tous des blessures narcissiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle, très souvent, on est très fâché sur eux parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Et il n'y a rien de pire. Parce que si ça marche, c'est-à-dire si vous avez un enfant qui se met à la hauteur
de vos attentes. Si vous avez un enfant qui se met à la hauteur de vos attentes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va fonctionner dans un univers dans lequel, pour lui, ce qui est important, c'est de faire plaisir. Donc, il construira un système pour pouvoir être aimé du parent, mais ne sera pas véritablement lui-même. Il va comprendre qu'on est dans un monde dans lequel il y a ce qu'on appellerait l'amour conditionnel. Et ça, c'est pas beau. Donc ça, c'est le point de départ. Donc qu'est-ce qu'on a vu en premier lieu? L'univers du chinour, l'univers de l'éducation, c'est avant tout inaugurer. Inaugurer, c'est identifier les éléments particuliers. Identifier les éléments particuliers, j'ai donné quelques exemples. On a réfléchi sur cette notion de singularité. À partir de cette notion de singularité-là, on va devoir donc maintenant faire un second travail qui est de ne pas projeter quelque chose sur l'enfant. D'accord? Que l'enfant n'ait pas l'impression qu'il nous déçoit lorsqu'il ne répond pas à nos attentes. Il est en train de construire, il est en train de se construire et de nous construire à travers les efforts qu'il nous demande à faire, nous parents, par rapport à lui. Vous êtes d'un naturel impatient, vous avez un enfant qui est lent. Il va vous obliger à faire un travail. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, mais c'est génial. C'est génial. L'enfant qui est là, qui mange lentement. L'enfant qui oublie, alors que la mère est super organisée. Enfin voilà, tous ces enfants qui sont là et qui sont autant de propositions de faire un travail par rapport à nous-mêmes. Et clairement, c'est génial, même si c'est complexe. C'est génial, mais c'est complexe. Cet enfant qui va m'obliger à travailler sur le rapport à la parole. C'est-à-dire de ne pas avoir une parole blessante, parce que tout simplement, les blessures d'une parole, au niveau d'un enfant, laissent des traces. Mais des traces invisibles, et comme elles ne sont pas visibles, on ne les voit pas, évidemment, donc on ne va pas chercher à les guérir. Alors, je vous rappelle que les bleus à l'âme disparaissent beaucoup plus difficilement que les bleus au corps. Et qu'il y a, et j'ai encore hier soir rencontré une personne dont les parents s'interrogent, elle a juste presque 30 ans, mais son problème c'est ce qui s'est dit quand elle en avait 12. Et quelqu'un qui à côté est construit. Évidemment, on n'est pas dans la perfection, évidemment sinon ça se saurait, mais c'est intéressant de se dire qu'on peut faire un travail. Cet enfant difficile, c'est un enfant qui me propose de faire un travail par rapport à moi-même. Je vais vous raconter une expérience personnelle. Quelques années de cela, un de nos garçons avait une problématique dans le rapport aux limites. Il surfait avec les limites, mais alors, il surfait avec les limites. Et j'étais voir un de mes maîtres pour lui poser la question, comment il me proposait de réfléchir. Il m'a regardé, il m'a dit, Élie, t'en es où toi dans le rapport aux limites? Je me suis levé, je suis reparti, c'est bon, j'avais ma réponse. Enfin, je ne me suis pas parti comme ça, on s'est salué, on a encore parlé, hein, d'accord, mais... Et c'est pas genre limite que je vais être dans les limites borderline dans des univers toxiques, non. Ça peut être, ce qui n'était pas mon cas, mais ça peut être aussi peut-être que je vais étudier trop. On n'étudie jamais trop, mais c'est-à-dire que je pousse les limites peut-être au niveau de mon corps, dans le sommeil, dans des trucs, etc. C'est pas nécessairement le rapport aux limites dans une dimension négative. Au fond, il m'a fait prendre conscience que cet enfant était en train de m'amener à réfléchir sur où j'en étais moi-même dans le rapport à la limite. Et j'ai fait un travail sur moi-même, évidemment accompagné de mon épouse, parce que l'épouse à ce moment-là est capitale, et en faisant ce travail, je l'ai aidé à faire un travail. Parce que le mouvement que vous opérez dans un système interagit avec le système. Il y a un univers psy qui s'appelle l'univers de la thérapie systémique, qui travaille énormément là-dessus, et c'est des choses qui sont passionnantes. La Torah nous en a informé bien avant. On fait partie d'un système que le mouvement que j'opère va avoir un impact sur l'enfant. On rentre maintenant, si vous le voulez bien, dans donc le sujet de ce qu'on a appelé dans le monde actuel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'univers dans lequel un enfant apparaît? Tout d'abord, il y a un phénomène qui est totalement présent, c'est le rapport à l'autorité qui n'est plus le même. Les maîtres du Talmud nous en informent. Les maîtres du Talmud nous disent dans le traité de Sota qu'à l'époque pré-messianique, Chutzpah Yasge, ce qu'on appelle l'insolence va émerger. C'est quoi l'insolence? C'est pas je te réponds. L'insolence, c'est au fond le fait qu'à un moment,
eh bien, j'arrive face à quelque chose qui devrait être une relation verticale normale et que je dois l'installer et qu'elle n'est pas là de manière évidente. La verticalité relationnelle, c'est ce qui permet au fond à un enfant d'être à l'écoute d'une parole et à partir de cela de commencer un travail d'éducation. Cette verticalité n'est plus présente dans l'air du temps, sans aucune ambiguïté. Elle n'est plus présente pour de multiples raisons. Ce qui est sûr, c'est que la parole, parce qu'elle provient du parent ou de l'enseignant, n'est plus acceptée en tant que telle. L'enfant se positionne très vite dans une relation horizontale. Alors là-dessus, il y a une erreur colossale que font les parents, c'est la peur d'installer cette verticalité sous le fameux prétexte du trauma. Alors, aujourd'hui, il faut bien comprendre que dans le monde de la psy, cette obsession du trauma est complètement folle. Je discutais ce matin avec un des psychiatres qui fait partie de notre équipe et il me disait que lui reçoit aujourd'hui des jeunes avec leurs parents et il dit on a l'impression que les rôles ont été complètement inversés. C'est-à-dire que c'est la parole de l'enfant qui prime. Les parents sont à l'écoute et n'osent pas dire eux-mêmes ce qu'ils pensent. Et ce n'est pas bon du tout pour un enfant parce qu'un enfant a besoin de savoir ce qu'est un adulte. Or, l'adulte, c'est nous, les parents. Et donc, évidemment, si je n'incarne pas cette dimension de l'adulte, il va lui manquer quelque chose. L'enfant ne l'acceptera pas tout de suite, ce qui est normal. En français, dans le texte, il fait son job d'enfant. J'ai jamais vu un enfant me dire « Papa et maman, ce que vous me dites, je sais que c'est pour mon bien. Donc, même si j'ai envie, au fond, de désobéir, mais je vais être à l'écoute parce qu'au fond, je vous fais confiance. » Si vous le dites, posez-vous la question de savoir s'il a fumé quelque chose. Il y a un problème quelque part. C'est-à-dire qu'évidemment, l'enfant aujourd'hui va chercher à rester sur cette horizontalité relationnelle parce qu'elle est dans l'air du temps. Elle est dans l'air du temps. Elle fait partie de notre société. Sans vouloir le dire de manière péjorative, mais moi je me rappelle de cette pub du comptoir des cotonniers qui était telle mère, telle fille. Alors là-bas, c'est au niveau du look, mais c'est très intéressant de voir que même au niveau sociétal, on a envie de se mettre au niveau de l'enfant et être dans une relation horizontale dans le fol espoir que de cette manière-là, il sera à l'écoute de notre parole. Or, l'enfant est à la recherche d'une relation verticale. Il a besoin d'être rassuré par une présence d'adulte face à lui, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, pendant toute une période, c'était dans l'air du temps. Il y avait cette forme de respect vis-à-vis de la figure parentale qui était la figure d'autorité de manière générale. Je fais partie encore de ces personnes qui, quand ils voyagent, qui passent à la douane, alors que en dehors de mon pyjama, ma brosse à dents et mes chemises, etc., j'ai rien dans ma mallette ni ailleurs, je suis là et je sais que je suis face à une autorité. Et clairement, je le ressens. Je ressens que je suis face à l'autorité qui est là, qui m'observe et qui a la liberté de me dire à un moment, mais monsieur, on veut contrôler. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout présent. Et ça, il faut l'accepter, mais qui dit accepter ne veut pas dire renoncer. Accepter, ça nous permet déjà de poser un autre regard sur ces enfants qui sont bien plus qu'auparavant en mode d'opposition. Lorsque je l'accepte, j'en ai une autre lecture. Parce que souvent, ce qu'on va faire nous parents, c'est qu'on va être dans la série Radio Nostalgie Souvenir, Souvenir. Évident, mais nous à notre époque, jamais. Mais c'est vrai. Parce que notre époque respirait autre chose. Aujourd'hui, c'est une autre respiration. C'est comme ça, c'est la réalité. Donc, un des premiers enjeux, c'est de leur fournir une figure d'adulte qui assume pleinement son rôle face à eux, qui est de poser des cadres. Poser des cadres, c'est ce qui structure l'enfant. Quelqu'un qui est dans un cadre se sent rassuré. Si demain je vous fais rentrer dans une maison et que quand vous donnez des coups dans les murs, ça commence à se fissurer, vous n'êtes pas rassuré. Si demain vous gagnez 500 milliards ou ce que vous voulez, vous avez besoin éventuellement
d'un ou deux gardes du corps. Si quand votre garde du corps, vous lui donnez 2 coups, il s'en va, il fait 3 pas en arrière, vous n'êtes pas rassuré. Donc comment on vérifie ce qu'on a en face? Pardonnez-moi l'expression, on cogne. Lorsque l'enfant est là en modèle d'opposition, il est en train de vérifier quel type d'adulte il a en face de lui. Un adulte qui va se comporter comme un adulte, c'est-à-dire qui va réagir comme un adulte doit réagir dans une situation pareille. C'est-à-dire qui accepte le désir que l'enfant a de donner la relation, de mettre la relation de manière horizontale, mais qui lui rappelle que ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, ça commence très tôt. Ça commence quand le bébé est dans le lit et qu'il commence à se mettre à 80 décibels, parce qu'à 1 an et demi, il a compris que maintenant, on ne viendrait pas immédiatement. Jusqu'à 1 an, on vient parce qu'il en a besoin. Mais à partir d'un moment, on ne se soumet plus à sa volonté. Et à ce moment-là, il est en train de dire « je ne suis pas d'accord que le système change. Jusqu'à présent, je voulais, j'ai. C'est quoi cette histoire que brusquement, je ne peux pas avoir tout ce que je veux comme je le désire ?» Et bienvenue au point de départ de ce qui va les construire. Pourquoi? Parce que si cet enfant ne vit pas dans un cadre et que chaque fois qu'il veut bousculer le cadre, il peut le faire, quels seront ses repères? Quelles seront ses références? Je ne vais pas être psychanalyste et vous dire que dans le mot repère, il y a le mot père, mais les psychanalystes vous le diront, clairement. Donc ça va être un élément fondateur. Maintenant, on va rentrer, si vous le voulez, dans la Haggadah de Pessah. Quel est le rapport? Vous allez le voir tout de suite. Moi, ce que je trouve génial, c'est les textes. Vous ouvrez les textes, ils vous disent tout. Alors, dans la Haggadah, on nous dit que... Enfin, c'est pas la Haggadah, c'est le verset qui nous annonce Pessah. Il dit « Uleman te saper bozne bincha ou ben bincha ». On dit que le but de la sortie d'Égypte, c'est que tu racontes aux oreilles de ton enfant et de ton petit enfant ce qui s'est passé en Égypte. Moi, j'ai une question toute bête. Chez nous, on ne raconte pas au nez, à la bouche, aux cheveux, à l'épaule. On raconte à l'oreille. C'est-à-dire, c'est l'oreille qui est l'organe auditif. Donc la Torah n'a pas besoin de me dire « ou le man te saper beozné », que tu racontes à l'oreille. C'est pas chuchotement. Le man te saper afin que tu racontes. Et qu'est-ce qu'il va écouter? C'est l'oreille. Il y a beaucoup d'autres questions dans ce verset, mais ça ne va pas être le sujet de ce soir, donc je vais m'arrêter juste sur ce point. La particularité de l'oreille, c'est qu'elle ne fait que recevoir et qu'elle n'émet pas. Avec le nez, vous inspirez, vous expirez, avec la bouche, vous exprimez, vous avalez. Avec le regard, j'identifie et en même temps, je peux lancer un regard à quelqu'un. Le regard peut être multiple. Donc, on émet et on reçoit. L'oreille ne fait que recevoir. La transmission, c'est construire un système dans lequel l'enfant est prêt à être à l'écoute parce qu'il fait confiance au parent qui est en face de lui. Lorsque je suis prêt à me mettre d'abord à l'écoute, c'est-à-dire quand la parole du tiers n'évoque pas immédiatement chez moi une possibilité de le contrecarrer, à ce moment-là, je peux commencer à faire mon travail d'éducateur. Parce que sinon, non, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi? Mais ce n'est pas un problème. Je ne vois pas où est le problème. Moi, quand j'ai des gamins qui me disent « je ne sais pas, moi, je ne vois pas bosser. » C'est quoi le problème de mes parents si je regarde des films porno? Ça leur dérange? Qu'est-ce que tu réponds? C'est-à-dire que la parole parentale ne représente plus rien. Et dans plein d'autres domaines. C'est-à-dire que l'enfant est là, mais il dit « bon, tu penses comme ça, moi je pense autrement ». Je le vois même, j'ai des enseignants qui appellent et qui disent « on a de plus en plus ce problème », c'est que les élèves disent « vous pensez ça et nous on pense autre chose ». Mais c'est pas « vous dites quelque chose ». Vous êtes point de référence. Mais nous avons une question. Nous voulons engager un débat. C'est, t'as ta parole, j'ai la mienne. J'aimerais voir quelqu'un qui fait ça chez son médecin ou chez son conseiller financier. Ça, on ne le fera pas. Pourquoi? Parce que les enjeux sont fondamentaux. Vous pensez comme ça, je pense autrement. Cher monsieur, vous avez un peu trop de cholestérol. Écoutez, c'est votre vision du monde, j'en ai une autre. Écoutez, je pense que ce serait bien quand même si vous n'achetiez pas que des actions au Guatemala. Écoutez, c'est votre vision, mais moi je pense... On ne le fera pas. Parce que tout simplement, on sait parfaitement quelles sont nos zones d'incompétence. Mais l'enfant, lui, est dans un monde dans lequel tu penses, je pense. Au passage, interrogeons-nous en tant qu'adultes, quels sont les points sur lesquels on se met au même niveau que la personne qui est en face de nous, alors qu'on n'en a pas les compétences. C'est très intéressant. Si vous analysez, vous verrez qu'il y a certains domaines dans lesquels on n'a pas les compétences, mais malgré tout, tu penses, je pense. Intéressant.
de ça, je vous donne ça comme petit travail à faire. Quels sont les lieux dans lesquels... Non, mais moi, je pense que... À partir de là, on nous dit, transmettre, ce qui est donc la base, donc transmettre, c'est pas juste le savoir, c'est les valeurs, c'est tout, quoi. Eh bien, il faut ozen, tu transmets à l'oreille, c'est-à-dire il faut construire un système dans lequel l'enfant, il est prêt à écouter parce que c'est papa et maman qui l'ont dit. Comment est-ce qu'on fait? Donc on est ici dans une relation de confiance, il faut construire une relation de confiance. Donc qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a parlé du cadre maintenant, on a compris pourquoi le cadre était fondamental, on comprend la difficulté dans un monde dans lequel on est dans l'horizontalité et plus dans la verticalité, donc il y a un travail à faire. Comment est-ce qu'on construit ce travail? Comment est-ce qu'on construit ce système? En créant donc une relation de confiance pour que l'enfant soit prêt à être à l'écoute de ma parole. Comment ça se construit une relation de confiance? En hébreu, la confiance, ça se dit émouna. Émouna, c'est la foi, la confiance. Et j'ai entendu d'un de mes maîtres que le mot émouna a comme racine le mot M. Et M, c'est quoi? C'est la mer. M, c'est la mer. Et ce qui est très intéressant, c'est de s'interroger pourquoi. C'est très simple. Parce que l'enfant sait qu'il peut lui faire confiance. Puisqu'elle est celle sur laquelle il a toujours pu compter. Elle ne l'a pas lâchée. Elle était là de manière constante, avec un support du père évidemment, mais la première relation, elle se situe en premier lieu avec la mère, qu'on le veuille ou pas. Intéressant de voir que par exemple dans la Haggadah, quand on parle de l'enfant qui ne sait pas qu'il y a lieu de poser des questions, c'est-à-dire l'enfant qui est là, qui se laisse vivre, on dit « At petachlo », toi ouvre-lui la bouche. Mais quand vous analysez le mot « at », c'est pas « ata », c'est « at », toi, le féminin. Intéressant de voir qu'on nous dit que celle qui ouvre, c'est le féminin. Au passage, le féminin en hébreu se dit nekeva. Nekeva vient de la racine nekev qui veut dire une ouverture. C'est très intéressant, vous savez, quand les mots sont là, c'est pas pour rien. Donc, ça c'est la force de la femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, donc, a confiance en la mère. Donc la parole de la mère, à un moment, elle va avoir une force. Ne l'oublions pas. Parce que celle en qui tu as confiance va avoir une parole qui a plus de crédit, avec quand même ces difficultés de l'atmosphère dans laquelle on est. Maintenant, je suis désolé, j'arrive avec mes gros sabots. On est à la maison, madame vient de dire un truc, et monsieur dit, arrête de dire tes bêtises, c'est du n'importe quoi. Salut, terminé. On vient de me dire que celle en qui je peux faire confiance, en réalité, elle dit n'importe quoi. Terminé. C'est-à-dire que celle qui va par la suite avoir une parole qui porte, si on l'invalide, comment vous voulez que l'enfant puisse être l'écoute de la parole d'une personne en qui il faisait confiance, mais qu'on a invalidée? Ah, du côté du père, cette parole n'existe pas. Super, Mazal Tov, c'est génial. Le problème, c'est quoi? C'est que l'enfant, il a un père et une mère. Et quand maintenant, ça se passe du côté de la maman, qui dit, vraiment, on ne peut pas compter sur toi, mais c'est du n'importe quoi, mais tu m'énerves. Donc ma mère ne fait pas confiance à cette personne. Donc je ne peux pas lui faire confiance. C'est-à-dire que ce qui va permettre d'installer cela, ça va être avant tout ce que l'enfant va percevoir de la place que chacun d'entre nous occupe dans le système du couple. Ma mère, je lui fais confiance, point à la ligne, clairement, elle ne m'a jamais lâché. Il faut que nous, les pères, faisions le maximum pour ne pas invalider la mère. Il y a un vrai travail à faire, surtout devant les enfants. Et à la mère de ne pas invalider le père. Parce que la mère fera confiance en qui le père, l'enfant fera confiance en qui la mère fait confiance. C'est-à-dire, si maman, je la vois dans sa posture, montrer l'importance de celui que l'on appelle le père, je peux lui donner du poids parce qu'elle lui donne du poids. Et ça, évidemment, il n'y a pas un seul couple dans lequel on n'a pas eu à un moment un conflit et des mots qu'on n'aurait pas dû prononcer. Bienvenue au club des gens normaux. Je fais juste une parenthèse. Vous savez, le jour du mariage, on prend un verre, pas en plastique. C'est un verre en verre. J'ai entendu cet enseignement très récemment du Rav Jacobson, j'ai adoré. Donc, il faut toujours dire aux noms qui ont entendu les choses. Il ne faut pas s'approprier des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, il a donné cet enseignement que j'ai adoré. Vous prenez un verre, il est superbe le verre. Il est beau, un beau verre, etc. Bon, là, on va bien emballer.
Et ce qui est très curieux, c'est qu'on le casse, et on le casse, on dit Mazal Tov. Alors aujourd'hui, les rabbins disent, il ne faut pas dire Mazal Tov tout de suite. Ok, super. Tachlos, on dit Mazal Tov. Pourquoi tu dis Mazal Tov quand le verre il est cassé? Mazal Tov, tu rentres dans la vraie vie. Le verre parfait, c'est un fantasme. Ce conjoint idéal, tel que tu l'imagines, c'est un fantasme. Quand tu commences à découvrir les premières brisures, les premières fêlures, Mazal Tov, là vraiment tu es rentré dans la vraie vie. Maintenant, tu vas construire une histoire. Tu vas construire une histoire avec quelqu'un de normal. Quelqu'un qui est là, avec ses dimensions imparfaites, mais qui a un désir, c'est de devenir quelqu'un qui va être perfectible. Au fond, le but, c'est de devenir quelqu'un de perfectible. Et ça, c'est passionnant. Donc, évidemment que dans tous nos couples, à un moment ou à un autre, ça s'est passé. Évidemment. Et c'est pas parce que ça a eu lieu que nécessairement on a tout brisé. Mais évidemment que si on installe ça comme un système, là, c'est plus complexe. L'enfant peut percevoir qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des épiphénomènes. Des moments dans lesquels ce que l'on a exprimé ne correspond pas nécessairement à ce qu'est véritablement la relation. C'est toute notre difficulté du travail sur nous-mêmes. C'est vrai. Mais s'il voit cela, ou s'il perçoit les choses différemment, là c'est plus complexe. Et vous constaterez, en tout cas c'est ce qu'on constate nous, de manière récurrente, c'est que là où il y a une problématique au niveau tenue, obéissance et autres, c'est soit qu'il y a une invalidation d'un des membres du couple, soit que le père ou la mère ou les deux n'ont pas suffisamment conscience de ce qu'ils représentent et ne se donnent pas à eux le poids nécessaire. Tu es la mère, tu es le père. N'aie pas peur de ton enfant. N'aie pas peur de lui. N'aie pas peur. Arrêtons d'avoir peur de leur dire non. Il y a des années de cela, dans le cadre d'un colloque à Toulouse, on a développé quelque chose avec Perla Servan-Schreiber, qui à l'époque en tout cas dirigeait psychologie, et on est resté en contact. Et un jour, elle a sorti un numéro de Psychologie Magazine sur l'importance du non, N-O-N. Et on s'est rencontrés après. Je dis, mais par là, je ne comprends pas, vous avez besoin de faire un numéro sur ça? Et elle me dit, mais oui, vous ne vous rendez pas compte ô combien c'est fondamental. Ne pas avoir peur de dire non. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a vu? Pour poser des cadres, pour poser des structures, il faut en effet que l'enfant soit à l'écoute d'une parole. La parole, il aura difficile à l'entendre parce qu'il est plus dans l'horizontalité que la verticalité. Pour que la verticalité relationnelle soit présente, il faut déjà se saisir du fait qu'il a quand même une confiance dans la parole de la mère. Et donc, on a essayé de voir comment faire en telle sorte pour que cette parole de la mère reste, la parole du père reste, et pour ça, ne pas s'invalider l'un l'autre. C'est dommage de s'invalider. D'accord? Ça va être, j'ai envie de dire, un travail de fond. Vous savez, c'est ce que j'ai dit en introduction, on ne va pas être dans une série de recettes. Les gens aiment bien venir, et je sais qu'il y a des rabbins qui adorent faire ça, vous dites voilà, vous faites ceci, vous faites cela, c'est génial, etc. Ok, why not? C'est pas comme ça en tout cas que j'ai appris, et c'est pas comme ça que l'on construit quelqu'un de manière pérenne. Ce qui est important, c'est comme on l'a vu, de construire quelque chose. Donc, ça va être ce travail d'horizontalité et de réinscrire la verticalité. N'oublions pas que la relation horizontale est importante avec les enfants. Mais c'est à nous de l'installer. C'est moi, en tant que parent, qui de temps à autre décide de me mettre dans une relation face à face avec l'enfant. Comment? Quand vous commencez tout simplement, par exemple, à jouer avec lui. Est-ce que vous jouez avec vos enfants? Pas sur des... D'accord, pas sur des écrans. Est-ce qu'on s'assoit par terre? Est-ce qu'on joue avec les petites voitures? Est-ce qu'on fait des cubes avec eux? Est-ce que Shabbat après-midi, on fait du ruimi? Je ne sais pas. C'est fondamental pour de multiples raisons. Et une des raisons pour laquelle c'est fondamental, c'est parce que ça, c'est le lieu de l'horizontalité. Parce que je gagne, tu gagnes, généralement on se fait gagner, d'accord? Et là, il y a une vraie relation horizontale qu'ils aiment. Pourquoi? Parce que papa, maman sont là, assis par terre, en train de jouer, prums, deuze, etc., etc. Voilà, là on est vraiment là-dedans. Et moi je vois qu'il y a aujourd'hui, et je trouve ça impressionnant, je ne juge pas parce que je ne suis jamais dans la situation des gens, mais vous avez des clubs
dans lesquels on amène les enfants jouer le dimanche après-midi. Ou des lieux dans lesquels alors il y a quelqu'un qui vient pour jouer avec eux. Non, non, non. Ils ont besoin que nous, parents, soyons avec eux pour jouer, parce que c'est là où je crée, moi, en tant que parent, j'installe l'horizontalité. C'est moi qui décide que ici, on est dans un vrai face-à-face. C'est Shabbat, c'est le soir, c'est quand vous voulez, mais, et c'est avec des jeux, des vrais jeux, des jeux, d'accord ? Et pas des claviers et des machins, d'accord ? Et au passage, quand ils découvrent qu'à travers ce type de jeu, on peut être avec papa et maman dans une autre relation, ils apprécient pas mal. Et nous qui avons absolument envie de les extraire de leurs écrans, on va voir que quand papa et maman se proposent d'être avec eux dans cette horizontalité que l'on crée, ça les nourrit, ça leur apporte et ils sont bien contents de l'avoir. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'on peut tranquillement installer. Donc, la première partie de mon intervention, c'était pour essayer de voir le principe du chinour, la nécessité des cadres, incarner l'adulte que nous sommes, comprendre la difficulté de la verticalité dans notre société, pour pouvoir l'installer, déjà ne pas désinstaller ce qui leur permet d'être présent là-dedans, c'est-à-dire la place de la mère qui installe la confiance. Donc on n'invalide pas la mère et la mère doit valider le père. Bien sûr, si le père n'est pas à sa place, c'est difficile pour la mère de le valider, de dire mais ça c'est un travail de couple. Hein. C'est ça qui est génial au fond. Les enfants nous obligent à faire un travail entre nous. Il n'y a pas le choix. Maintenant, autre élément. Nos enfants grandissent dans un monde dans lequel ils sont confrontés à énormément de choses. Lorsque le 11 septembre avait eu lieu, on a eu quelque temps après pas mal d'appels de parents qui ont fait appel aux personnes de l'équipe de la maison de la famille parce qu'il y avait des enfants en anxiété, enfin voilà. Je me suis permis de leur poser une question à certains. Avez-vous éteint France Info dans la voiture lorsque vous les rameniez à la maison dans les jours qui ont suivi le 11 septembre? Et les parents honnêtes m'ont dit non. C'est-à-dire les enfants étaient exposés en boucle à des informations totalement anxiogènes et toxiques qui, qu'on le veuille ou pas, ont laissé des traces. Ça, c'est un autre point sur lequel on peut travailler de manière ultra concrète. Un enfant qui va se sentir bien à l'intérieur de lui, c'est un enfant à qui on n'ajoute pas et on n'introduit pas des éléments d'anxiété. Or, déjà nous en tant qu'adultes, on a souvent des anxiétés qui ne servent à rien, à strictement rien, parce que l'anxiété n'a jamais transformé quoi que ce soit. Donc on est là, on lit, il y a ce qui paraît, vous vous rendez compte, etc. Et c'est très grave. Moi j'habite dans le 12e, l'autre soir je suis rentré à la maison, dans toute la rue il y avait les feux de poubelle. Bon, c'est idéal. Tu te rends compte, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout à l'heure je suis parti faire Mincha, je n'ai pas réussi, d'ailleurs il n'y avait pas de milliers, les gens n'ont pas réussi. Bon, alors il y avait de nouveau à Nation, ça jetait des trucs, etc. Ok, je ne vais pas me mettre au milieu, mais si je crois, ouais, tu te rends compte, et si, ceci. Ça sert à quoi? À rien. À rien. Alors vous allez me dire, peut-être parce que j'ai une dimension un peu trop ashkénaze, c'est possible, j'assume ma négritude, mais, il y a quand même un travail au moins de ne pas générer chez eux des zones d'anxiété. Et donc à ce niveau-là, juste s'interroger sur tout ce qu'ils peuvent recevoir sans qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire parents non coupables. Hein. Vous êtes tous non coupables, il n'y a aucun problème. Mais on ne le perçoit pas, on ne le réalise pas. La vraie difficulté qu'on a, quel est l'intérêt d'un échange de ce type, puisque tout à l'heure il y aura des questions, c'est qu'au fond, on a tous envie de bien faire. Mais parfois on ne prend pas la mesure, on ne réalise pas, on ne se rend pas compte. Et donc à partir de là, eh bien, on laisse faire et on ne réalise pas qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. D'accord ? Et notre problème à nous, c'est d'avoir un coup d'avance, de voir qu'est-ce qui va se jouer. Ce que je disais tout à l'heure, l'enfant qui est au GAN, qui a un problème
une problématique, pas un problème, une problématique particulière, on le voit, on dit attention, parce que dans 6 mois au CP, si on n'a pas réussi à faire un travail, ça va être plus compliqué pour lui. Donc déjà aujourd'hui, on commence step by step, un petit travail, step by step, tranquillement. Voilà, tranquillement. Généralement, les parents le font quand ils ont absolument besoin de les mettre à la crèche et qu'il faut les mettre et qu'il faut qu'ils deviennent propres. D'accord, là, c'est oula, il faut y aller. Mais il faut le faire sur le reste. Donc, déjà, il y a un point de prophylaxique très clair. Filtrer, fermer, empêcher. Faites tout ce qu'il faut pour que vos enfants ne soient pas en accès direct avec ce qui se passe dans le monde. Et lorsqu'ils vous ramènent des informations, quelles qu'elles soient, soyez capables de les relativiser, de les mettre à une place et de passer à autre chose. C'est-à-dire, on ne s'en rend pas compte, c'est l'étape de Shabbat, avec les invités et ce genre de choses, où vous vous rendez compte de ce qui se passe, c'est en Israël, il y a les trucs, ils font des manifs, etc. Un truc tout simple. Et vous vous rendez compte, ils ont fermé l'aéroport hier, etc. Un enfant, il a entendu ça, lui, il n'est pas au courant que c'est un problème de réforme, de trucs, de machin, et de gauchistes et de pas gauchistes, etc. Donc la prochaine fois qu'on va partir, vous n'allez pas comprendre pourquoi il ne va pas dormir la veille. Parce que lui, il a entendu que l'aéroport, on peut le fermer, on ne va pas partir. Et vous vous dites, va dormir, pourquoi tu ne dors pas? Parce qu'il y a 3 mois, il a entendu que l'aéroport, on pouvait le fermer. Et il est très anxieux, il est très angoissé. Et vous dites, mais, donc si vous le dites, c'est de la chance. Et après, souvent, on le dit, mais arrête de dire des bêtises. Mais attends, c'est pas des bêtises, ils l'ont fait. Alors, je ne vais pas dire que s'il l'a entendu, nécessairement, il va être anxieux la fois d'après. Mais ça fait partie des choses qui font partie du monde des possibles. Au fond, d'abord, on se rendra le plus grand service possible, et à eux aussi. Essayons d'éliminer, de filtrer au maximum tout ce qui peut être source d'anxiété. Déjà, ils en rencontreront suffisamment. Et ça, c'est quelque chose qui leur donne ce que l'on appelle une forme de menuchat hanefesh, une forme de mieux-être intérieur. Malheureusement, on a tous vécu la période du Covid qui n'a pas été simple. Et dans certains lieux, ça a été très complexe, dans d'autres moins. Et moi, je me rappelle, bon, je l'ai eu, Baruch Hashem, Hashem a fait que j'ai réussi à rester à la maison malgré des températures assez hallucinantes. Mais bon, Akadosh Baruch Hu était là. Et puis voilà. Et au début, à un moment, vous êtes au lit, vous ne pouvez rien faire. Et vous avez le portable. Et le portable, soit vous écoutez un chiot, mais si vous n'avez pas la force, vous regardez les nouvelles. Il ne faut surtout pas regarder les nouvelles. Ça ne sert à rien. Et au bout de 2-3 jours, j'ai dit, mais même pas en rêve. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir malheureusement ce qui se passe ailleurs? Et les groupes dans lesquels on nous dit, et telle personne, oui, tous les jours, dire Tehillim, quand vous y arrivez, si vous êtes épuisé, vous dites Tehillim pour tous les relais d'Israël, pour le clan d'Israël, pour le monde entier, pas de problème. Mais au fond, j'ai vécu complètement cette dimension qui était très lourde et qui quelque part n'apporte rien. Et on est ici dans un monde dans lequel on oblige l'individu à être en temps réel au courant de tout ce qui se passe. Et les enfants l'absorbent et ça joue un rôle énorme dans des émergences d'anxiété qui sont à la source de difficultés de sommeil, qui sont à la source de difficultés de travail, etc. Parce que ça tourne dans la tête. Parce que ça tombe dans la tête. Et vous êtes au courant, le papa et la maman là-bas, ils ont divorcé, vous êtes au courant. Sans besoin de savoir. Et peut-être la prochaine fois qu'ils vont nous voir de nous disputer, ils vont dire, c'est quoi la suite? Ils n'osent pas poser la question. Parce qu'ils ont peur. Parce que si je pose la question, ça veut dire que je donne corps à une de mes anxiétés. Mais concrètement, c'est là. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant. À notre époque, nous avions beaucoup moins d'accès à ce genre de choses, donc, mais moi je me rappelle, j'étais tout petit en mai 68, et je me rappelle encore des mots que j'ai entendus. Et ils cassent des magasins, etc. Alors, voilà, quasiment un bébé, quoi. T'entends, et tu dis, waouh, et ça reste. On ne peut pas les mettre dans un caisson étanche, clairement. Donc, évidemment, ils seront confrontés. Mais ça, nous pouvons, et j'ai presque envie de dire, nous devons créer une vigilance. C'est-à-dire que dans la voiture, il n'y a pas de radio. Ça ne sert à rien. À la maison, on n'est pas là en train de transporter sans arrêt des nouvelles. Vous avez envie de savoir ce qui se passe dans le monde? Prenez un moment au bureau, chez vous, quand ils ne sont pas là, regardez BFM, 10 minutes, vous êtes au courant, salut tout le monde, on peut passer à autre chose. Véhiculer toutes sortes de choses ne sert à rien, surtout qu'à l'école, ils entendront, à droite, ils entendront, etc.
Et ça joue un rôle énorme au niveau de leur sérénité intérieure. Ça va être donc un autre point. Et sur celui-là, on peut relativement facilement l'installer et le mettre en place. Maintenant, évidemment, alors il y a énormément de points à traiter, donc je ne pourrais pas les traiter tous. J'en ai choisi quelques-uns qui vont nous donner quelques pistes. L'autre élément sur lequel on va essayer de travailler pour que nos enfants vivent un petit peu en harmonie avec eux-mêmes, c'est aujourd'hui, lorsqu'un enfant se retrouve un petit peu dans son quotidien, eh bien, qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose qui va jouer un rôle non négligeable, c'est les écrans. C'est comme ça, c'est une réalité. Au-delà de ce qu'il peut voir, derrière cela, l'enfant perçoit quoi? On m'a demandé de venir ici récemment. Vous savez que j'ai cette chance, j'ai ce privilège de pouvoir être un peu présent dans le cadre de l'école au niveau de réflexion sur le projet. Et donc, je viens régulièrement voir les profs. Et puis, là, récemment, on m'a demandé de voir donc une classe, petits garçons, CM2, pour leur parler de la prépuberté, etc. Et tout. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est que j'en ai un moment, on est arrivé à parler des problématiques de portable. Et il dit, je ne comprends pas les parents. Alors moi, bon, quand il me dit ça, je dis, ah, c'est intéressant. Il dit, ouais, parce qu'ils nous disent que c'est pas bien, mais quand on leur dit qu'eux aussi ils en ont un, ils nous disent, nous, c'est pas la même chose. Et l'enfant me pose une question très simple. Il me dit, mais si pour nous, c'est pas bien, pour eux aussi, ça devrait l'être. Alors, je ne vais pas rentrer ni dans ce qu'ils voient, ce qu'ils ne voient pas, etc. C'est quoi le problème, au fond, auquel ils sont confrontés en premier lieu? Ils nous voient et ils se posent la question de savoir quelle est la place qu'ils occupent par rapport à quelque chose d'autre. Or, l'élément qui nous apaise dans une structure familiale, c'est quoi? C'est de savoir quelle est la place et l'importance qui est la nôtre à l'intérieur du système familial. Nous, en tant qu'adultes, officiellement légèrement construits, nous avons besoin, tout au long de notre vie de couple, d'avoir sans arrêt des réassurances sur la place qui est la nôtre. On en a besoin. J'aime bien raconter cette histoire qui est complètement fausse, du mariage ashkénaze, dans lequel le mari, après la choupa, dit à son épouse, « Viens ma chérie, j'ai quelque chose de très important à te dire. » Bon, alors l'épouse arrive, le mari veut dire quelque chose de très important, il dit, écoute, qu'on soit bien clair, écoute bien ce que j'ai à te dire, écoutez-moi vous aussi, même si elle appelle du sushi sur la gauche. Eh bien, tu m'écoutes bien? Oui, je t'aime. Et tant que je ne te dis pas le contraire, c'est que je pense la même chose. Si je ne te dis pas le contraire, c'est que ça ne marchera pas. On a besoin d'être rassuré, de manière constante. On a besoin de manière récurrente de réaliser qu'on occupe une place importante par rapport à notre conjoint. On le sait. Et donc tout le travail dans le couple, c'est comment je fais pour régulièrement rassurer l'autre sur son importance. Ça, c'est un autre cours, c'est un cours sur le couple, c'est pas le sujet. Les enfants en ont besoin aussi. Ils ont besoin pour se sentir bien, quand vous savez que vous représentez la chose la plus importante au monde pour votre conjoint, vous partez dehors, Rambo, vous vous sentez bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous nourrit profondément. Vous vous sentez bien. Après, on se confronte à toutes les petites problématiques de la vie qu'on doit gérer, mais on les gère de manière plus calme, plus sereine, parce qu'il y a quelque chose ici qui est posé et qui nous rassure. Un enfant a besoin, pour se sentir bien, d'avoir lui aussi cette réponse de manière constante. Avec une différence, c'est que si moi, j'oublie de dire à ma femme qu'est-ce qu'elle représente pour moi, non pas nécessairement qu'à travers des mots, mais à travers des gestes, des postures, de faire quelque chose dont je sais que pour elle c'est très important, même si moi je trouve que ça ne l'est pas du tout. D'accord? Parce que la base du couple, c'est que pour toi c'est important, pour moi ça ne l'est pas, sinon on n'est pas un couple. On est marié avec sa sœur dans ce cas-là. Donc, clairement, ce travail. L'autre, à un moment, va me faire passer le message.
la relation deviendra légèrement congélateur. D'accord? Déjà, il faudrait que je décode, et parfois, j'aurai la chance que l'autre me dise. Donc, c'est génial. L'enfant, c'est comment il dit? À travers tous les problèmes qu'il nous crée. C'est-à-dire que nous, on est là. C'est comme si demain, votre conjoint vous disait, dis-moi, mais je représente quoi pour toi? Je te dis, mais tu m'énerves. Que se passe-t-il? L'enfant, il te dit ça à travers je veux pas, j'en ai marre, dire des gros mots. Il dit ça, mais il n'a pas les mots pour le dire. Parce que lui-même ne se sent pas encore, n'a pas les capacités, pardonnez-moi, de comprendre pourquoi ça ne va pas. Dans un couple, d'ailleurs, c'est intéressant. Parce que parfois, on sent que ça ne va pas et on a peur d'identifier qu'est-ce qui se passe. Mais a fortiori pour l'enfant. Donc l'enfant, il exprime quelque chose qui est un manque. Il en a besoin. Mais il ne sait pas le mettre en mots. Et nous, comme il l'exprime de manière ennuyeuse pour nous, et je peux le comprendre, parce qu'il va faire une crise, parce qu'il ne va pas obéir, parce qu'il va faire truc, etc., etc. Et objectivement parlant, ça pose problème, c'est vrai. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va réagir par rapport à lui. Or, on est ici face à ce qu'on appellerait un symptôme. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le syndrome. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me dit à travers cela? L'autre jour, surtout avec des parents, je leur dis, mais d'après vous, qu'est-ce que votre enfant vous dit? Et ils m'ont redit exactement ce qu'il disait. Je dis, non, ça c'est des mots, mais ce n'est pas le message. Les mots veulent dire quelque chose. Les messages sont autres. Je vais vous dire, c'est comme quand on dit « Alors, comment t'as trouvé ?» C'est une manière de dire « Tu peux me dire combien t'as apprécié ce que j'ai fait ?» Normalement, c'est ça. Tu sais, j'ai besoin que tu me dises « Oh, combien t'as apprécié ?» On l'a rarement vu, ça, dans un couple. Alors, comment c'était? Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Traduction. Est-ce que dans ta journée, tu as pensé à moi et tu te rappelles suffisamment de ce que tu as fait pour le partager avec moi? C'est ça que ça veut dire. Bon, mais ça, c'est... On l'apprend un jour. On ne le sait pas toujours, hein. On l'apprend. C'est-à-dire, c'est ma manière à toi de me dire que tu es important. Moi, je forme souvent les khatanim en disant, quand vous voyagez ou que votre épouse voyage, etc., notez tout ce que vous avez fait dans la journée. Sachez que ce n'est pas du tout rapport d'activité, ce n'est pas un contrôle. C'est une manière de te dire, j'ai envie de te faire partager ce que j'ai vécu, parce qu'au fond, tu n'étais pas avec moi à ce moment-là. Point à la ligne. Manière de dire, tu étais avec moi. Point. L'enfant, c'est la même chose. Et ça, souvent, nous, parents, nous l'oublions. Et donc, une chose à faire, c'est comment allons-nous faire pour qu'ils aient conscience de leur importance? Et la première chose, c'est qu'ils aient systématiquement la priorité sur cet objet. Je parle de moi, d'accord? J'ai une règle que j'ai mise en place, c'est qu'il y a une personne qui peut me déranger quand elle veut, comme elle veut, c'est mon épouse. Je peux être en réunion avec qui vous voulez, sauf dans un cours de Torah, où là, en effet, généralement, mon portable est éteint, mais je suis avec quelqu'un, si c'est mon épouse, je réponds et on se parle. Les autres, je peux prendre, est-ce que c'est urgent? Non, rappelez-moi dans une demi-heure. Pourquoi? C'est une manière, je me dis, comment vais-je signifier à mon épouse? Et pourquoi je donne cet exemple perso? Parce qu'on a tous la même problématique. Donc je donne cet exemple, pas pour dire, vous comprenez, je suis quelqu'un de bien. Non, je suis comme vous, un conjoint qui a besoin de s'interroger comment je fais pour signifier à mon conjoint son importance. Alors c'est une des manières. Quand toi tu appelles, tu as priorité. De la même manière, l'enfant, quand on est avec lui, les autres n'ont pas le droit de citer, point barre. C'est-à-dire, tu es avec ton enfant, tu es avec lui. Maintenant, tu attends un rendez-vous important, tu attends un coup de téléphone important, tu vas dire à l'enfant, même s'il a 5 ans, tu sais mon chéri, si on m'appelle, il faudra que je prenne le téléphone parce que j'ai besoin de savoir pour un rendez-vous. Donc, c'est-à-dire, je te donne en amont l'explication de texte qui fera que tu ne te diras pas, au fond, quand je suis avec maman ou papa, hein, j'ai dit maman, quand je dis maman, c'est maman et papa, hein, c'est la même chose, ce n'est pas les autres qui brusquement passent devant moi. Ça,
Ça fait partie des choses fondamentales. 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 Je vais raconter une expérience personnelle. Il y a quelques années, il y avait déjà, je pense, peut-être des portables. Quand nos garçons sont partis à la yeshiva, ils étaient à l'étranger, et parfois ils m'appelaient le soir, enfin ils s'appelaient de temps à autre le soir, tard, et il m'arrivait, mais il ne m'est plus arrivé. Je me rappelle d'une fois, je suis là au téléphone avec lui, et puis à un moment, je suis devant mon ordinateur, il doit être minuit, 1h, et je regarde un mail qui est arrivé. Et j'entends de l'autre côté mon fils qui me parle. Il me dit « Papa, t'es avec moi ?» Il n'y a pas de visio, il n'y a rien. Il a senti que j'étais plus de la même manière avec lui. C'est incroyable. Et je ne l'ai pas eu qu'une fois. C'est absolument hallucinant. T'es avec moi? Et je lui dis « Non, t'as raison, j'étais en train de regarder un mail. » Bon, rien dit, super. C'est-à-dire, c'est des expériences qui sont incroyables. Parce que vous voyez que, ô combien, ce qui est important, c'est est-ce que tu es avec moi? C'est comme dans une conversation de couple, est-ce que tu es avec moi? 5 minutes, c'est pas grave, mais avec moi. Un enfant en a terriblement besoin. Pourquoi? Parce que sinon, il va construire chez lui une vision de lui-même qui n'est pas bonne. Je ne suis pas si important que cela. Or, un enfant en harmonie avec lui-même, c'est un enfant qui a conscience qu'il représente quelque chose, qu'il a une valeur. Et ça, c'est à travers ce genre de choses qu'on l'installe. C'est-à-dire, il a une place, il a une autre. Qu'est-ce qu'il voit? Que quand les autres arrivent et qu'on est avec lui, les autres peuvent attendre, je suis avec toi. Quelqu'un dit, madame, excusez-moi, je suis avec mon fils, est-ce que vous pouvez tout à l'heure? Même si on répond, mais on va répondre. Oui, c'est urgent. Non, alors ça ne te dérange pas, tu peux me raconter. Là, je suis avec les enfants pour l'instant, c'est plus important. Il a entendu les mots. Il les a entendus. Et ces mots-là, waouh, ça lui fait du bien. Ça crée une sérénité. Je suis quelqu'un d'important pour mes parents. C'est que je passe en premier lieu. Rav Moshe Feinstein, qui était un des plus grands maîtres des États-Unis, avait chez lui tous les maîtres du monde qui sont passés. C'était quelqu'un. Ses enfants n'ont jamais été déplacés de leur place à table, quels que soient les invités. Il y avait pas. Il y a le grand Rav, vous allez là-bas. Les enfants ne bougeaient pas. Ils étaient là. Point. On a des invités, on s'occupe des enfants. Après, on aura toujours le temps de discuter avec les invités. Quand on dit on s'occupe, on est avec eux. C'est comme le Seder de Pessah. Il peut y avoir les grandes-tantes, les mamies, ce que vous voulez, etc. Quelle que soit la manière d'organiser votre Seder. Pour certains, ça va prendre 3/4 d'heure, pour d'autres 4 heures. Il n'y a pas de... Il y a les règles qu'on décide. Mais au moment où on a décidé qu'on allait leur raconter, même si on leur raconte 10 minutes, c'est au début, c'est eux en premier lieu. Ah, il y a du monde, eh bien qu'ils voient et qu'ils observent. Ils sont là pour découvrir. On n'est pas là pour s'adapter, pour faire plaisir aux gens. Vous êtes à la maison, c'est génial, vous allez découvrir c'est quoi transmettre. Ah, ils ont tous très faim, ok, on va le dire rapidement, il n'y a pas de problème, c'est des choses qui arrivent. On va pas de panique, vous voyez. Mais c'est ce genre de choses qui participent à ce qu'on appelle un tashtit. Un enfant, c'est comme un culbuto. Un culbuto, vous savez, c'est ce jouet sphérique, mais qui est lesté de plomb. Un culbuto, quand vous le faites tomber, il remonte tout seul, parce qu'il a une base solide. Nos enfants seront confrontés à des choses, évidemment, des hauts, des bas, des difficultés, comme nous aussi. Mais là, ce qu'on crée, c'est une tashtit, une base solide. Je représente quelque chose, j'ai une valeur. J'ai des parents qui sont adultes, qui m'ont appris à avoir une acceptation que la vie ne sera pas toujours comme je veux. J'ai compris que le non, ce n'est pas un déni de mes désirs, mais c'est au contraire une manière de me confronter à mes désirs de manière saine. Toutes ces choses-là, si on arrive à les installer, ils ne vont pas demain soir dormir tout de suite à l'heure à laquelle vous voulez. On n'est pas rentré là-dedans ce soir. Ça fera l'objet évidemment d'autres choses. La notion d'obéissance, la notion de sanction, tout ça, ça va faire partie d'autres sessions. Mais déjà ici, on a créé cette dimension, ce tashtit, cette base. Voilà donc ici quelques éléments de réflexion avec, et évidemment c'est fondamental, et je conclue là-dessus avant vos questions. Après une conférence pareille, si on est venu en couple,
souvent ça donne. Alors, je suis très content que tu sois venu. Alors c'est marrant parce que quand moi je te le dis, tu ne m'écoutes pas. Mazal tov, bienvenue au club des gens normaux. D'accord. Quand moi je le dis, bien sûr. Mais quand lui le dit, alors tu écoutes. Oui, c'est vrai. Parce qu'on veut dire, c'est vrai, tu as raison. Moi, la première fois que mon épouse m'a dit ça, je lui dis, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai au fond. Tu m'as dit, et toi, j'ai pas entendu. Et lui, oui. Parce qu'on était encore dans le jeune couple, Prums, Deuz, c'est moi, voilà. D'accord, chacun me prend, enfin moi en tout cas. Ok, tout va bien, c'est normal quoi. Et ne pas chercher à créer des responsabilités de part et d'autre. On est là dans une solidarité de couple. Nous avons tous des points forts et des points faibles. Le conjoint est là pour comprendre que pour nous, ce qui est pour lui d'une facilité déconcertante est pour nous d'une complexité hallucinante. Et on est là pour s'épauler. Ça sera donc dans un autre cours où on va travailler. Ça s'appellera Deux parents, une seule voix, V-O-I-E ou V-O-I-X. Donc, à nous d'essayer de prendre cela et de décider d'y réfléchir. Ce soir, je vous ai donné ce qu'on appelle Chomer le Marshava. Il y a quand même du matériel pour réfléchir. Je pense qu'il y a des choses très concrètes qu'on peut essayer de mettre déjà un petit peu en place. Et si vous voyez que votre conjoint fait dans un domaine un effort, ayons l'intelligence de lui dire « je suis fier de toi » plutôt que de lui dire « ah, enfin ». D'accord ? Parce que si le but, c'est qu'il soit dans la continuité, ça marche beaucoup mieux quand on est capable de valider l'effort que l'autre a fait, parce que ça ne nous donne qu'un désir, c'est d'être dans la continuité de celui-ci. Voilà, ça c'était donc pour mon intervention. Comme on l'a dit, 1 heure. Et maintenant, vous avez, vous, la place aux questions. Allez-y, à vous les questions.